si cette question du chez-soi est centrale ici, c'est parce que être enraciné est communément compris comme le fait d'être chez soi dans un lieu, un endroit, un espace, qui peut être la demeure, le pays, et parce que celui qui n'est nulle part chez lui est celui qui n'a pas d'attache, celui qui n'est plus chez lui, c'est l'exilé, l'émigrant, l'étranger, l'être déraciné. Mais qu'entendre véritablement par cette expression « être chez soi » ? Être chez soi, c'est d'abord pouvoir être reconnu comme étant d'ici, comme ayant ici son lieu propre, un lieu qui nous appartient et auquel on appartient. Ainsi, face à la mondialisation, à un monde, selon l'expression communément admise, devenu liquide, à un monde de circulation des biens et des personnes, le chez-soi prend toute sa dimension positive. Il apparaît comme le lieu de la protection, comme le lieu de la sécurité, ce lieu dans lequel on peut se retrouver et être vraiment avec soi-même. Le chez-soi, ce serait le lieu de l'intime, le fameux « home sweet home », dans lequel on peut se reposer et se mettre de nouveau dans une forme de contact avec soi-même face à la dispersion d'un monde sans repère. Cette apologie du chez-soi, que l'on entend présenter de manière assez récurrente ces derniers temps, repose alors sur une opposition entre l'intérieur et l'extérieur qui se manifeste également dans une apologie de l'intime, propre à nos sociétés contemporaines, que l'on identifie d'ailleurs rapidement avec le privé et qui tente à renvoyer une fois encore à la notion de racine. La perte du chez-soi se nourrit la nostalgie, que ce soit celle de la demeure ou du pays. Le chez-soi donc se saisit dans des dimensions et à des échelles différentes. La demeure, la région, le pays, eu égard à la tonalité du discours, et son absence est majoritairement vécue comme un malheur. Nous y retrouvons donc bien les caractéristiques du déracinement. Dans son ouvrage « La poétique de l'espace », Bachelard d'ailleurs nous dit ainsi que, je cite, « la maison est notre coin du monde, qu'elle est notre premier univers ». Et on pourrait penser d'ailleurs aussi à toute cette industrie du cocooning qui se développe et qui explose depuis des années, ayant nous conduisant malgré tout à un paradoxe, parce qu'elle s'accompagne de la standardisation des produits que les gens se procurent pour justement habiter le chez-soi. J'avais vu, remarque en passant, j'avais vu une fois, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais que près d'un enfant sur 10 dans le monde serait conçu dans un lit Ikea, donc, qui montre bien l'expansion comme ceci de cette industrie du cocooning. Quoi qu'il en soit, le discours que nous entendons communément opposé, et qui n'est pas sans fondement, consiste à dire que chacun a ainsi besoin de son lieu propre pour s'implanter. Et le terme d'implantation, ici, est d'ailleurs intéressant dès qu'on réfléchit à la notion d'enracinement. Et évidemment, nous pourrions, si je fais ce détour par cette question du chez-soi, nous pourrions multiplier les exemples que nous voyons d'ailleurs fleurir à l'heure du confinement que plus de la moitié de la planète subit, à ce moment où chacun se retrouve contraint à faire l'expérience du chez-soi. Ce sont ces références multiples que nous entendons évoquer régulièrement ces derniers temps, répétées sur les ondes, par exemple cette célèbre pensée de Pascal sur le divertissement, qui consiste à dire que tout le malheur de l'homme consiste à ne pas pouvoir rester au repos dans une chambre. Il nous dit un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. C'est l'appel sur le terrain de la littérature, au célèbre roman de Virginia Woolf, une chambre à soi, et on entend de manière assez récurrente en ce moment cette apologie du chez-soi, se liant fortement l'intimité et le rapport à soi
renvoyant à l'intériorité de l'espace protecteur opposé au dehors, absence du chez-soi qui devrait nous permettre de nous retrouver, avec toute la critique actuelle qui consiste à dire que si nous n'y parvenons pas, c'est justement, ou en tout cas ce qui en souffre, c'est justement à cause du monde dans lequel nous vivons, qui est un monde dans lequel nous sommes trop habitués au divertissement et à la dispersion. Mais ce discours apologétique du chez-soi, on ne le trouve pas simplement dans une pensée plus moderne, on le trouve déjà chez Homère. C'est Ulysse qui, après sa longue errance, son long périple, se retrouve chez lui à l'issue de son Odyssée. Un chez lui d'ailleurs qui est intéressant comme dans la forme dans laquelle c'est présenté, un chez lui qui est symbolisé par le lit conjugal, ce lit qu'il avait lui-même construit au cœur d'un arbre, un olivier, et autour duquel il a construit la totalité de sa maison. Le chez-soi est symbolisé ici donc par la puissance des racines, par la puissance des racines de l'arbre. Et on a bien chez Homère l'opposition entre d'un côté l'errance infinie sur les mers, c'est-à-dire sans lieu propre, et d'un autre côté, le retour au chez-soi à travers les racines de cet arbre qui représente la demeure. Et Ulysse, à l'errance infinie sur la mer sans lieu, préfère l'enracinement de la terre. C'est-à-dire que face aux attraits de l'extérieur, Ulysse préfère, malgré toutes les tentations qui lui sont offertes, à l'extérieur, il préfère rentrer chez lui. Par exemple, à Calypso, la déesse immortelle, il préfère la mortalité de Pénélope et sa fidélité sédentaire. Petit passage, « Déesse maîtresse, pardonne-moi, toute sage qu'elle est, je sais qu'auprès de toi, Pénélope est sans grandeur ni beauté, car c'est une mortelle. Toi, tu ne connais ni la mort ni l'âge, mais ce que je veux, ce que je désire tous les jours, c'est rentrer à la maison et voir le jour du retour. » La question du chez-soi est une affaire d'identité. On le voit bien d'ailleurs chez Homère. Dans l'errance, lorsque Ulysse est en train de parcourir son voyage, dans l'errance, il n'est personne. Et c'est ce qu'il dit face au Cyclope. Il dit d'ailleurs « je ne suis personne ». Celui qui erre, c'est celui qui finalement n'a plus véritablement d'identité. Et inversement, c'est le lit avec ses racines symbolisant le chez-soi qui sert de mise à l'épreuve lorsque Pénélope veut s'assurer qu'elle a bien affaire à Ulysse. C'est donc à travers les racines que l'identité est retrouvée. Pour revenir à des situations moins prosaïques, on peut également penser à la question toute contemporaine du maintien des personnes âgées à domicile, du chez-soi. Et une étude récente que je lisais montre que 80% des Français, par exemple, veulent finir leur vie à domicile, alors même que dans un lieu de santé, il y a beaucoup plus de garanties sanitaires. Le paradoxe, c'est qu'on s'y sent en sécurité alors qu'on y serait plus exposé. Pourquoi on s'y sent en sécurité? Parce que justement, le chez-soi apparaît comme le lieu d'expression personnelle et de liberté. Le chez-soi renvoie à l'identité de la personne. Rester chez soi, c'est alors le moyen de conserver ses repères, de garder son intimité, de ne pas être exposé aux autres. Être chez soi, ce serait une manière de demeurer soi-même. Là encore, donc, le chez-soi représente l'identité de la personne. Mais j'évoquais tout à l'heure Bachelard qui nous dit que la maison est le premier univers. Si elle est bien le premier univers, la maison est aussi ce que l'on quitte et ce dont on veut sortir. Et de la même manière, je fais référence à cette évocation de Virginia Woolf que j'ai entendue ces derniers temps plusieurs fois sur les ondes, et ce texte, Une chambre à soi, il ne faut pas oublier, malgré tout, que Virginia Woolf pose ceci dans certaines conditions. Elle évoque, quand elle parle de la nécessité pour une femme d'avoir une chambre à soi, pour une écrivaine en l'occurrence, elle ajoute d'ailleurs avec quelque argent, elle pose cette nécessité avec quelque argent pour pouvoir produire une œuvre, c'est-à-dire que la chambre à soi, elle apparaît d'abord comme une condition matérielle et sociale. Et force est de constater même tout simplement que lorsqu'on demande aux gens
de rentrer chez eux et d'être confinés chez eux. On voit aussi exploser les violences domestiques, les états dépressifs, et la volonté, quand on s'y sent bien, de passer son temps à le montrer aux autres et à faire son journal du confinement. Si Pascal nous dit un homme qui a, je recite le passage, un homme qui a assez de bien pour en vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. Certes, mais peut-être peut-il en sortir pour autre chose. Cette expérience que bon nombre d'individus vivent avec le confinement n'est d'ailleurs pas qu'à mettre sur le compte d'une impossibilité de se retrouver avec soi-même. En effet, si le chez-soi est affaire d'identité, il ne renvoie pas nécessairement à une identité figée qui serait définitivement gravée dans un lieu. Je reviens sur l'étude que j'évoquais de 80% des Français qui veulent finir leur vie à domicile. Encore faut-il que le domicile soit vécu à chaque fois comme cet endroit, comme ce lieu où il est possible d'agir. Et on peut immédiatement comprendre ce type de réaction, bien sûr, mais bien voir qu'on peut opérer malgré tout une différence entre l'anonymat d'un hôpital et l'existence d'un lieu où un nouveau chez-soi peut être construit en offrant aux personnes la possibilité de mieux agir, de s'occuper, de vivre autrement qu'en étant dans une insécurité isolée chez soi. La condition qui se pose, c'est pas simplement l'alternative entre l'anonymat d'un lieu sans protection de l'intimité et le chez-soi comme le lieu de sécurité et de protection. La question qui se pose, c'est celle des conditions pour parvenir à créer un nouveau chez-soi, à un moment de l'existence où les possibilités d'agir, l'autonomie est réduite, voire impossible à domicile. Ces conditions, bien sûr, c'est un problème, sont loin d'être toujours réunies, même si certaines structures y parviennent. Qu'est-ce que ça peut nous amener, ces premières remarques? C'est que être chez soi, c'est aussi être accueilli. Si le chez-soi, comme on le montre depuis tout à l'heure, est une affaire d'identité, encore faut-il donc mieux s'entendre sur ce qu'on met derrière ce terme d'identité. Et on doit d'ailleurs au philosophe français Paul Ricoeur d'avoir opéré une distinction à travers cette notion même d'identité. La distinction qu'il pose entre ce qu'il appelle la mêmeté et l'ipséité. Autrement dit, le soi du chez-soi, renvoie à deux questions bien différentes. Il y a deux manières de se poser la question de l'identité. Pour le dire simplement, cette question de l'identité peut être formulée sous la forme « qu'est-ce que je suis ?» et cette question de l'identité peut être formulée à l'aide de la question « qui suis-je ?» Poser la question « qu'est-ce que je suis ?» c'est s'interroger sur ce qui demeure le même à travers de changements. Moi il y a 5 ans ou moi il y a 10 ans, c'est à la fois moi et pas moi, à la fois même et autre. Poser la question « qui suis-je ?» c'est s'interroger sur ce qui change, par-delà aussi ce qui demeure. Qui suis-je moi maintenant? Je ne suis plus le même que j'étais il y a 10 ans. Donc je suis à la fois le même, qu'est-ce que je suis, mais je ne suis plus le même, qui suis-je? Pourquoi? Parce que une histoire a eu lieu. Exister, c'est finalement être en permanence pris dans cette tension tragique qui devient dramatique d'ailleurs quand je ne me reconnais plus. Car c'est d'abord vécu, pour reprendre l'exemple des personnes âgées, c'est d'abord vécu comme un drame, par exemple, avec la vieillesse ou encore avec la maladie, quand une personne, d'ailleurs, ne peut plus rester chez elle. Mais si elle ne le peut plus, c'est justement parce que le chez-soi n'est plus protecteur, plus un lieu de sécurité permettant de continuer à vivre. Et là, alors, attends que le chez-soi se transforme. Il doit être reconquis, ailleurs, au flux de l'histoire de chacun. Autrement dit, pour être une valeur, le chez-soi n'est pas d'abord un lieu clos et définitivement figé.
Telle est la première condition pour penser sa positivité. Il n'est pas plus stable et définitif que l'identité ne l'est. L'identité, c'est toujours le résultat d'une histoire, qu'il s'agisse de l'identité individuelle ou de l'identité collective. Ignorer d'ailleurs cette dimension historique ou temporelle, c'est figer les identités de manière arbitraire. Par exemple, l'identité de la France, c'est ce que souligne Ricoeur, faisant référence à Brodel à propos de géographie de l'histoire de France, où il dit l'idée de l'identité de la France, c'est son histoire. Si finalement je fige l'identité de la France, par exemple, à un moment particulier de l'histoire, je ne raconte plus la même histoire. C'est-à-dire que la France n'est plus la même si je la situe, si je la fige au 1er juillet 1987, si je la fige au 14 juillet 1790, ou si j'en parle en mai 2020. On voit bien d'ailleurs que tous les régimes liberticides s'arrangent toujours pour reconstruire l'histoire et faire intervenir le pouvoir politique dans une reconstruction de l'histoire pour, de la sorte, construire, de manière fictive, mais en fait en le faisant de manière réelle, une nouvelle identité, appliquant en quelque sorte là, un coup de force à la réalité. Donc, le chez-soi n'est pas d'abord à penser comme un lieu clos et définitif. Deuxième point, si le chez-soi est le lieu de l'identité, toute réflexion sur l'identité nous montre bien que l'identité elle-même n'est jamais une identité figée, il n'y a pas de pensée d'identité en dehors d'une histoire. D'ailleurs, dans la nostalgie, le chez-soi est aussi le résultat d'une histoire que l'on se raconte, d'une mémoire plus ou moins sélective ou reconstruite. Se sentir chez soi, c'est d'abord projeter dans un lieu une histoire. Projeter dans un lieu une histoire, ça peut être dans un rapport au passé, mais aussi se sentir chez soi parce qu'on projette dans un lieu une histoire à venir. Et on voit bien que dans la nostalgie du chez-soi, c'est tout autant une nostalgie à l'égard de ce qu'on était à un moment du passé, de ce que l'on vivait à un moment du passé, et qui est symbolisé par un lieu. Mais la nostalgie, elle est aussi la nostalgie de son propre passé. Au fond, dans la nostalgie, c'est un moment de sa propre histoire que l'on voudrait retrouver. Or, cette histoire elle-même, et si il n'y a pas d'identité en dehors d'une histoire, cette histoire elle-même n'est jamais celle d'un moi isolé. Elle est nourrie, habitée par les autres, par le rapport aux autres. Et c'est pourquoi d'ailleurs on pourrait se demander si l'expérience concrètement vécue du chez-soi, lorsqu'elle est imposée telle qu'elle l'est actuellement, sans les autres, c'est pourquoi elle est loin d'être toujours synonyme de plaisir. Elle nous renvoie à l'idée d'un soi clos sur lui-même, d'un sujet qui existerait sans les autres, ou qui devrait pouvoir exister sans les autres. L'individu figé qui n'existerait qu'en ce qu'il est ancré dans un territoire, est bien alors pensé en dehors de son rapport à l'autre. Et ce point-là, on peut le voir en revenant d'ailleurs à des analyses que nous avions déjà croisées. Et en particulier à propos du philosophe allemand Heidegger. Parce que si il s'attache, regarde sa critique de la modernité, à opérer une critique donc du déracinement, une apologie de l'enracinement, si Heidegger se départit de la notion de sujet, parce qu'il s'agit essentiellement de ne pas justement s'installer dans la modernité qui s'inaugure avec la notion même de sujet, et qui de ce fait considère la nature et le monde comme un objet à dominer et à conquérir. Donc Heidegger se départit de la notion de sujet pour parler d'homme. Pour ça qu'il parle qu'il utilise le terme de Dasein. Donc dans sa critique de la modernité, Heidegger, lorsqu'il s'attache à poser ce qu'est l'existence authentique, il pense bien cette existence comme enracinée, mais c'est
l'existence authentique, c'est finalement une existence dans laquelle il n'y a pas de place pour l'autre. L'autre est toujours pensé chez Heidegger comme justement ce qui nous met du côté de l'inauthenticité. C'est le on, parce que dans un célèbre texte, il nous parle de l'anonymat du on à propos de la mort, on meurt, c'est jamais une personne en particulier. Ou lorsqu'il produit ses analyses sur le bavardage, par exemple, la discussion avec l'autre, l'existence de l'autre, c'est ce qui me fait sortir justement d'une existence proprement authentique. Autrement dit, penser l'homme comme cet étang, pour prendre le terme qu'utilise Heidegger, qui n'existe authentiquement que comme ancré dans un territoire, enraciné, c'est penser l'homme sans les autres. Une fois de plus, on voit bien comment, derrière cette question d'un enracinement territorial, et ce privilège donné au territoire et au sol, se cache un oubli de l'autre, comme l'avait souligné Lévinas. Le chez-soi, donc, est ce qu'il nous est toujours possible d'habiter avec les autres. C'est d'ailleurs pourquoi, et pour renvoyer à des expériences vécues actuellement, c'est d'ailleurs pourquoi il devient impossible de partager un lieu, quand bien même ce serait sa propre maison, avec des individus qu'on ne supporte plus. On ne se sent plus chez soi. Ce qui constitue le chez-soi est ce que l'on est susceptible donc de partager avec ceux avec lesquels on a envie de vivre. Le chez-soi suppose donc que l'on puisse accueillir, mais aussi que l'on se sente accueilli. Le chez-soi, pour le dire autrement, suppose toujours la possibilité du partage. En ce sens, le chez-soi n'est pas d'abord enracinement dans un lieu, renvoyant à une identité stable du soin. Il relève avant tout d'un sentiment. Et c'est pourquoi il devient souffrance lorsqu'il n'y a plus la possibilité de s'évader. Ne plus avoir la possibilité de s'évader, c'est être dans ce moment, et là être un peu renvoyé à des expériences actuelles vécues, c'est quand on se retrouve avec le sentiment que ça ne finira jamais. Dans cette expérience où nous nous sentons rivés, enchaînés, qui est donc bien vécue comme étant contraire même à l'existence. Et l'existence devient tragique quand il n'y a plus justement cette possibilité de s'échapper et que cela apparaît vécu comme une fatalité. Ce qui est éprouvé comme expérience existentielle, là, de négativité du chez-soi, lorsque le chez-soi est figé, fermé, clos, c'est ce que, sur un autre terrain, Lévinas, pour revenir à lui, pose à propos d'un autre type d'expérience, qui est l'expérience de l'insomnie. Je lis un petit passage de Lévinas à ce propos. Il nous dit l'insomnie, et on va voir le lien que l'on peut faire peut-être justement avec une certaine conception du chez-soi figé et fermé. L'insomnie est faite de la conscience que cela ne finira jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de se retirer de la vigilance à laquelle on est tenu. Vigilance sans aucun but. Au moment où on y est rivé, on a perdu toute notion de son point de départ, de son point d'arrivée. Le présent, soudé au passé, est tout entier héritage de ce passé, il ne renouvelle rien. C'est toujours le même présent ou le même passé qui dure. Un souvenir, ce serait déjà une libération à l'égard de ce passé. Ici, le temps ne part de nulle part. Rien ne s'éloigne ni ne s'estompe. Seuls les bruits extérieurs qui peuvent marquer l'insomnie introduisent des commencements dans une situation sans commencement ni fin, dans cette immortalité à laquelle on ne peut pas échapper, toute semblable à il-y-a, à l'existence impersonnelle. Vigilance sans refuge d'inconscience, sans possibilité de se retirer dans le sommeil comme dans un domaine privé. Cet exister n'est pas un en-soi, lequel est déjà la paix, il est précisément absence de tout soin, un sans-soin. Que nous dit Lévinas, dans l'insomnie, dans cette expérience existentielle de l'insomnie, il n'y a plus ni commencement ni fin. Et le monde est vécu en quelque sorte comme malgré moi. Il n'y a plus de motif de veiller, d'être vigilant, et pourtant on veille encore.
Il y a comme une présence dans l'insomnie qui nous maintient avec l'impossibilité d'y échapper. La nuit, nous dit-il, est pleine de cette présence indiscernable, anonyme. Et le monde, en quelque sorte, dans l'insomnie, ne s'adresse plus à personne. C'est ceci que, au passage, Lévinas nomme l'impersonnalité de Ilia, qu'il pose, qu'il définit comme en quelque sorte un trop-plein d'être, comme un trop-plein d'être qu'on ne parviendrait pas à fuir. En quelque sorte, l'insomnie, nous dit-il, c'est l'enlisement dans le Ilia, c'est-à-dire dans le fait brut d'exister sans raison, sans nécessité, sans finalité. Ce que l'insomnie révèle, c'est une forme d'expérience limite, c'est il nous dit, notre emprisonnement dans l'être. Bien sûr, derrière, une fois de plus, là, il y a une critique de Heidegger et de sa pensée de l'être. Comme, justement, enfermement et renvoyant à cet enracinement. Dans l'insomnie, nous dit Lévinas, le sujet se sent dépouillé totalement de toute sa subjectivité, que se sent rivé, enchaîné. Ce sentiment que ça ne finira jamais. L'enfermement dans le chez-soi, qui finalement devient insupportable, qui devient une forme d'enracinement, quand le chez-soi n'est pas vécu du tout comme ouverture et dans un rapport à l'autre. En effet, cette expérience, quand on regarde bien cette expérience que nous décrit Lévinas ici, n'est pas sans faire penser, face à tous les discours apologétiques du chez-soi que l'on peut entendre en ce moment, à la manière dont l'enfermement peut être vécu avec justement ce sentiment que cela ne finira jamais, ne sachant plus d'ailleurs, parfois même quel jour on est. Cette expérience négative du chez-soi est celle dans laquelle il n'y a aucune possibilité de s'évader. Et pour revenir à ce que dit d'ailleurs Virginia Woolf dans Une chambre à soi, qui n'est pas du tout donc une apologie du chez-soi et de l'enfermement, en ce sens, en tout cas du chez-soi en ce sens, elle dit d'ailleurs « Je pensais combien il est pénible d'être exclu, locked out, et je pensais combien c'est pire peut-être d'être enfermé, locked in. Avoir une chambre à soi, nous dit-elle, c'est pouvoir en sortir. En revendiquer la jouissance, ce n'est pas affirmer l'exigence de s'enfermer, mais y voir la condition même pour pouvoir sortir et accueillir. Car le chez-soi, et là on pourrait revenir à Homère, le chez-soi, c'est bien finalement le lieu du partage et de la jouissance. Et c'est bien ce que Homère nous raconte, le chez-soi et les retrouvailles finales dans le chez-soi, c'est les retrouvailles dans ce fameux lit qui est partagé avec Pénélope. Autrement dit, l'existence authentique, pour reprendre dans un autre sens la catégorie que nous donne Heidegger, ne se déploie véritablement que dans un rapport à l'autre. Cet autre qui vient toujours, comme nous disait Lévinas, m'arracher à moi-même, qui vient m'empêcher de me calcifier dans des identités figées. La calcification dans des identités figées faisant que je n'ai plus d'histoire. Toute existence suppose la rencontre avec l'autre qui vient faire, pour reprendre encore ce que nous disait Lévinas à propos du visage, qui vient faire effraction, qui vient mettre en question, qui vient m'empêcher d'étouffer, enfermé que je serai dans une présence à moi-même qui m'enchaîne. Exister, c'est donc, comme l'étymologie le montre, toujours se tenir hors de soi. Et c'est autrui qui peut m'éviter, justement, ou éviter, justement, que la demeure vire en un enracinement figé, fixe et définitif. C'est pourquoi, une fois encore, en pensant à la demeure essentiellement comme un enracinement dans le sol, Heidegger est incapable de donner une place à l'autre. Cet autre qui n'est pas le même, car cela en ferait quelque chose que je peux saisir. Cet autre qui est toujours ce qui m'échappe et ce dont je ne peux jamais faire le tour. Cet infini, pour reprendre le terme de Lévinas. En ce sens, pourquoi ce détour par la question du chez-soi? Parce que c'est une autre manière de voir comment l'existence est toujours l'expérience d'une pluralité, d'une rencontre avec les autres qui ne sont pas les mêmes que soi. Et c'est déjà ce que nous soulignait Arendt à propos des analyses de la politique.
toute réduction de cette pluralité participe d'une logique totalisante que nous retrouvons d'ailleurs dans les régimes totalitaires. C'est alors une interaction permanente entre le lieu et les autres qui semble me constituer et qui fait que je n'existe jamais en dehors d'une histoire. Autrement dit, contre tout enracinement définitif dans le sol, il faudrait peut-être prendre plutôt la figure du locataire, non pas entendu dans un sens économique, mais plutôt dans une sorte de métaphore temporelle. Et c'est d'ailleurs ce que nous montre Lévinas avec l'insomnie. L'existence comme arrachement est immédiatement dans une dimension temporelle. Autrement dit, l'enracinement est d'abord et toujours à penser dans un rapport aux autres plutôt qu'en premier lieu à penser dans un rapport au sol et au territoire.